Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans les Jeudis de la formation. Nous répondrons à toutes vos questions dans la deuxième partie de cette émission. Orthopédie du membre supérieur au programme des JDF et plus particulièrement l'épaule et à certains âges de la vie. En fait, 3 périodes clés pour cette articulation très sollicitée, en particulier chez ceux qui aiment la pratique de l'exercice physique. On aura globalement donc 3 chapitres, l'épaule instable du jeune adulte, puis les problèmes de la coiffe des rotateurs qui vont avec la maturité, et enfin à la fin de l'histoire, l'arthrose et les prothèses d'épaule. Notre invité du jour est un chirurgien spécialisé dans toutes ces pathologies. Bon nombre de sportifs célèbres, voire très célèbres, lui doivent la poursuite de leur carrière. Didier Fontès est chirurgien à Paris. Enfin, si vous avez des questions sur l'orthopédie du membre supérieur à poser, n'hésitez pas. Vous pouvez dès maintenant les poser à nos invités grâce à la boîte de dialogue située en dessous de votre écran. Bonjour Didier Fontès. Bonsoir. Je suis ravi de vous avoir parce que c'est vrai que j'avais jamais fait d'émission sur l'épaule et j'aimerais qu'on commence par quelques généralités sur votre terrain de jeu favori. Alors moi, je suis toujours fasciné par le rôle de la clavicule, même si la chute du cycliste est un grand classique de sa fracture. Elle est étonnamment solide et surtout importante dans l'épaule. Enfin, c'est mon sentiment, peut-être que je me trompe, qu'il y a plein d'autres choses plus importantes que la clavicule. Ah, certes, il y a d'autres choses plus importantes que la clavicule, mais la clavicule est importante, c'est le bras de levier. C'est le bras de levier du membre supérieur. Le membre supérieur, si on l'imagine, c'est le réacteur, et l'aile de l'avion, c'est la clavicule. Donc elle est particulièrement indispensable au bon fonctionnement. Vous trouvez qu'on apprend bien l'épaule dans nos études L'épaule est, disons, est enseignée avec une vision purement anatomique qui n'est pas forcément assez dynamique. Et ça manque certainement à la compréhension des différentes pathologies. Alors, je vais essayer d'être la traduction des gens qui nous regardent. Moi, j'ai l'impression que c'est une articulation naturellement instable. Je me trompe ? Effectivement, quand on était des quadripèdes, finalement, elle était stabilisée. On marchait sur les pattes avant au moins si bien que les pattes arrière. Et donc, il y avait une bonne stabilisation de cette articulation. L'orthostatisme a libéré l'articulation, mais a diminué aussi des contraintes donc de stabilité. Et cette articulation qui est devenue très mobile dans tous les plans de l'espace a aussi un écueil, c'est son défaut de stabilisation. Donc, elle est naturellement instable. Alors, la hanche s'est chopée quand on s'est mis debout tout le poids du corps. Elle a, en fin de compte, pris le mouvement. Eh bien, elle a effectivement suivi donc l'orthostatisme et donc participe de tous ces mouvements et principalement donc de mouvements d'une grande amplitude. Et c'est vrai que paradoxalement, on a pu voir et on voit des pathologies qui apparaissent, qui sont secondaires à cette évolution phylogénique, parce qu'on a gardé notamment certains ligaments, et un ligament particulier qui est le ligament coraco-acromial, qui prend des chocs finalement en permanence de cette coiffe des rotateurs sous-jacents, de la tête humérale, et ça peut générer une pathologie, on le reverra dans cette étude. Alors, il y a une question qui est déjà arrivée, qui est arrivée au début de l'émission. Elle provient d'un de vos confrères, je vous la lis. Que mon ami Didier n'oublie pas en préambule de dire aux médecins non spécialistes de l'épaule qu'il ne faut pas oublier, devant un problème d'épaule, d'examiner le cou. C'est signé d'un certain Roland, je ne sais pas qui c'est. On ne voit pas. On ne voit pas. On ne cherche pas. Mais alors, le cou, c'est souvent une erreur. C'est pour les médecins qui nous regardent, hein. Souvent, il peut y avoir effectivement une erreur d'orientation, mais il y a souvent une concomitance de pathologies. Et on a fréquemment ce qu'on appelle des double crunch syndrome, c'est-à-dire à la fois une pathologie de l'épaule, identifiée, différents types, et une pathologie intriquée du rachis cervical. Donc effectivement, il faut un examen systématique du rachis cervical et ne pas, disons, sous-estimer la composante éventuellement de névralgie cervico-brachiale qui peut non seulement mimer certaines pathologies de l'épaule, mais surtout les majorer. Douleurs projetées, en fait. Oui, il peut y avoir des douleurs projetées, mais il y a aussi surtout des douleurs qui sont majorées. Le seuil de la douleur se trouve abaissé de par cette irritation nerveuse, et donc des douleurs vont devenir plus invalidantes qu'elles ne le seraient si elles étaient toutes seules. Alors on va commencer par la première pathologie de l'épaule dans l'âge, qui est l'épaule du jeune adulte, épaule instable. Vous m'avez dit que vous souhaitiez commencer par ça. Pourquoi l'épaule, elle devient instable ? J'ai compris qu'elle est instable naturellement, mais pourquoi elle devient plus instable chez certains ? Parce qu'elle est mal formée au départ ? Ça peut être une raison ? Ce n'est pas qu'elle soit véritablement mal formée, mais parfois on la malmène un petit peu. Et certains sports, un sport à haute énergie, comme le rugby, comme le judo, sollicitent l'épaule. Et quand on s'aperçoit,
notamment chez nos rugbymen professionnels, on a besoin d'une épaule qui est plus solide qu'une épaule normale. Et quand on regarde une équipe entière de professionnels, par exemple, qui comporte généralement une quarantaine de joueurs, il y en a généralement entre 12 et 15 qui ont bénéficié d'une stabilisation chirurgicale de l'épaule. Déjà sur et oui, quand on regarde, en tout venant actuellement. Mais est-ce que quand vous dites qu'elle est traumatisée, c'est une succession de micro-traumatismes ou une luxation d'emblée? Alors, il y a plusieurs pathologies. C'est sûr que la plus dramatique, c'est la luxation traumatique sur un rug, sur un plaquage. C'est d'ailleurs souvent plutôt le plaqueur qui est à risque que le plaqué. Et on a à ce moment-là une luxation. Donc là, le diagnostic est évident, la tête est sortie de son logement. On verra après le cortège. Enfin, les traumatismes de l'épaule adulte, instable de l'adulte ou la luxation, c'est pas uniquement des gens qui font des plaquages. Ça peut aussi arriver à une chute à ski ou même une chute. Les chutes à ski, les chutes de vélo, les chutes de moto sont très traumatogènes. Et ça, c'est le côté, disons, le plus net. Mais il y a parfois aussi un tableau de subluxation, où l'épaule s'engage, mais finalement revient à sa place. Et puis, il y a un troisième tableau qui est un petit peu différent. C'est une épaule qui est douloureuse, et c'est l'examen clinique qui va retrouver cette instabilité. Donc, on parle d'épaule instable et douloureuse. Mais il n'y a pas de gens qui ont une hyperlaxité congénitale ou je suppose qu'il y a des injustices en matière de... il y a une injustice. L'injustice majeure, c'est les grandes pathologies, comme le Marfan ou le syndrome d'Ehlers dans l'os. Mais il y a souvent une hyperlaxité. L'hyperlaxité de l'épaule, il faut savoir qu'il y a un truc simple, dépendamment du récurvatum du coude, du signe du pouce, on a une hyperrotation externe au-delà de 85 degrés. C'est à partir de cela qu'on parle d'hyperlaxité. Et là, on est effectivement dans un tableau de mise à risque de la stabilisation de cette épaule. Et on a aussi le tableau un peu particulier de l'instabilité volontaire. Donc là, c'est souvent une jeune fille en période un petit peu post-pubère qui, entre guillemets, pour se faire remarquer, va s'amuser, au début amuser un peu la galerie, la famille, à déboîter son épaule. Oui, alors ça, c'est pas une légende. C'est pas une légende du tout. C'est vraiment une hyperlaxité qui va donner une instabilité volontaire. Mais là, c'est plutôt une instabilité postérieure. C'est pas douloureux quand on fait ce genre de manip? Si, ça devient douloureux, et puis ça aggrave les lésions. La réduction de la luxation à chaud, qui fait partie des histoires de chasse de tous les médecins, c'est une bonne pratique ou on risque de faire des dégâts? C'est-à-dire que, est-ce qu'il vaut mieux tenter la réduction à chaud ou plutôt mettre le bras et immobiliser le bras et aller vers un professionnel? Tout dépend du contexte et de l'environnement. Oui, si on est au milieu du désert, je comprends qu'il faut le faire. Si on est en plein milieu d'une piste de ski hors piste ou en milieu du désert, on vaut mieux le faire. Là, il faut le réduire. On ne peut pas rester plusieurs heures déboîté comme ça. Donc, quand on intervient, disons, relativement tôt, il n'y a pas encore une sidération musculaire complète, il n'y a pas une tension musculaire qui va nuire à la réduction. Donc, c'est pour ça que l'on voit d'ailleurs sur les terrains, les tatamis, une réduction parfois immédiate. Disons que ça se conçoit, notamment quand il y a des antécédents de luxation. Quand c'est un premier traumatisme, par exemple un accident de ski, il faut se méfier parce qu'il peut y avoir une fracture associée. Donc, vous me dites un peu à la fois la chose et son contraire. Vous dites qu'il faut le faire, puis là, vous me dites qu'il faut se méfier. Oui, tout à fait. Tout dépend du contexte. Si on est devant un tableau d'instabilité récidivante, c'est d'ailleurs le patient lui-même qui dit voilà, faites ça, tirez là, il se tape sur une chute, quelqu'un en face de vous qui a une luxation. Sur une chute à ski, par exemple, là, il faut quand même vraiment se méfier. Il peut y avoir une fracture et une réduction qui serait mal faite peut déplacer la fracture. Donc, le conseil, c'est de toujours avoir une radio. Donc immobiliser et emmener très vite auprès de... Tout à fait. Okay. On immobilise le bras et on fait d'abord une radiographie et ensuite une réduction. À quel épisode de récidive on consulte un chirurgien ou est-ce qu'on consulte un chirurgien d'emblée lorsqu'on a une luxation? C'est encore une discussion. Chez quelqu'un de jeune, un patient d'une vingtaine d'années qui a une première luxation, eh bien, l'histoire malheureusement est écrite, il aura un risque de reluxation pratiquement de 9 sur 10. Donc, et même avec une immobilisation, même avec des immobilisations un petit peu plus complexes en rotation externe, en rotation neutre, donc qui va avoir une observance un petit peu difficile, on a un taux de récidive qui est très important. Plus on est jeune, plus on a des risques de récidive. Donc se discute l'éventuelle indication d'une réparation chirurgicale immédiate. Quand vous dites jeune, c'est parce que... 25-30 ans, 25-30 ans, même un peu moins de 20 ans. Mais, donc là, on peut très bien proposer une réparation d'emblée. Il faut bien savoir que la réparation, il y a deux grands types. Les réparations arthroscopiques, on répare le bourrelet, les ligaments, ou on fait un petit peu plus et on fait une butée.
La butée, on la propose parfois d'emblée, par exemple à un joueur de rugbyman, un rugbyman pro ou un judoka pro ou même de haut niveau. On sait qu'il va se reluxer, donc on va proposer d'emblée une stabilisation optimale. Dans un contexte un petit peu moins traumatogène, on peut tout à fait légitimement faire une réparation arthroscopique. Vous faites quoi? L'arthroscopie, on met d'abord la caméra dans l'épaule et ensuite on va réparer le bourrelet. Le bourrelet, c'est un rebord, en fait c'est le rebord sur lequel s'accrochent les ligaments et notamment le ligament gléno-huméral. Vous dites le réparer parce qu'on comprend le système de la butée là c'est mécanique, mais là c'est simplement une suture pour renforcer. En fait, voilà, on répare les lésions. On répare les lésions, c'est un peu comme un ménisque quand on réinsère un nerf. Et il y a vraiment une lésion, c'est-à-dire que cette hyperlaxité qui fait que... En fait, il faut imaginer que la stabilisation, c'est un hamac. Ouais. Donc le hamac, il peut être très bien détendu, on a le filet qui traîne par terre, donc là, on ne va pas avoir grand-chose à faire sur le plan chirurgical en temps local, mais le hamac, il peut être décroché. Et quand il est décroché, c'est ce qu'on appelle la lésion du labrum, la lésion du bourrelet. Et là, effectivement, on peut réamarrer le bourrelet, le labrum, sur la glaine, c'est-à-dire sur l'omoplate. Et ça se fait très bien sous arthroscopie. Alors, si je comprends que vous êtes capable de renvoyer au combat des sportifs de haut niveau ou des rugbyman, ça veut dire que chez Monsieur Tout-le-Monde, quand on fait ces interventions-là, on peut être tranquille, il n'y a aucune raison que... Généralement, on est tranquille. Alors, évidemment, il faut bien cibler. C'est-à-dire que la réparation arthroscopique, c'est très beau, c'est très sympathique, il n'y a pas de cicatrice, c'est très peu douloureux, il y a très peu de complications, mais il y a des risques de récidive qui sont importants. Et notamment quand on le fait tout venant, après un premier épisode, on a encore 25% de récidive en moyenne. Ah oui. Donc ce n'est pas très satisfaisant pour le chirurgien. C'est pour ça qu'on ne franchit quand même pas de façon systématique le cap de l'indication opératoire de première intention. Par contre, la butée, elle, a un taux de récidive bien moindre. Et même en situation à risque, on est autour de 4-5% de récidive, parce qu'il va falloir quand même casser le système de fixation, vis ou autre système. Donc logiquement, quelqu'un qui a eu une luxation comme ça et qui ne fait pas des normalement, il n'y a pas de récidive. Bon, on saute, allez, on va dire 25 ans, et on arrive à la pathologie de la maturité, c'est-à-dire à la coiffe des rotateurs. Quand je dis 45 ans, l'âge moyen, dans ces eaux-là, non? Oui, ça peut commencer effectivement. Alors plutôt quand on a des activités physiques ou sportives très intenses, ou même chez des travailleurs manuels qui sollicitent beaucoup. On parle toujours de l'exercice physique, mais la coiffe des rotateurs, c'est aussi un des classiques des carleurs ou de... Tout à fait. Ou les peintres, ceux qui ont sans arrêt les bras en l'air, vont mettre justement en conflit cette fameuse coiffe des rotateurs qui recouvre la tête de l'humérus, avec l'arche osseuse qui est au-dessus, qui est l'acromion, et ce fameux ligament, ce résidu phylogénique du temps en été des quadripèdes. Et à force de répéter ce mouvement en élévation, on a des micro-traumatismes, une souffrance mécanique et aussi vasculaire de la coiffe des rotateurs, qui va occasionner tout ce cortège d'inflammation d'abord, parce que la bursite, c'est un peu, entre guillemets, la tendinite, et puis après, une usure progressive de la coiffe des rotateurs. Donc ça commence par une simple tendinite, donc des douleurs au mouvement C'est des douleurs, effectivement, sur certains mouvements. C'est ce qu'on appelle un peu l'épaule de passage. C'est-à-dire que certains mouvements peuvent se faire sans accrochage, mais que notamment quand on va vouloir joindre de la rotation interne, mettre la main dans le dos, là, il va y avoir un accrochage qui va se faire. Donc on est devant typiquement cette épaule dite de passage, qui va donc créer une inflammation de la bourse séreuse, c'est la bursite, et des lésions progressives de la coiffe des rotateurs. On sait que j'ai fait mes études dans le Val-de-Loire et le rhumatologue qui nous enseignait coiffe des rotateurs disait « Pour faire le diagnostic, c'est pas dur, vous faites mimer le geste d'ouvrir une bouteille. Et si ça fait mal... » C'est la coiffe. C'est la coiffe. Vous confirmez? C'est un bon signe. Alors, ça se traite de façon classique, une tendinite anti-inflammatoire Oui, alors, effectivement, il faut prendre en compte le côté inflammatoire. Donc, c'est toute la graduation des anti-inflammatoires, péros, mésothérapie, éventuellement infiltration. L'infiltration peut se justifier, mais il faut garder en mémoire le côté mécanique. Donc c'est là où la rééducation est importante. Est-ce que comme dans beaucoup de tendinites, il faut mettre l'articulation au repos absolu, c'est-à-dire l'idéal, c'est, quand on est vraiment une grosse poussée inflammatoire, c'est de faire une infiltration. Une infiltration généralement dans l'espace sous-acromial, qu'on fait souvent sous éco-guidage ou radio-guidage. Et puis, après, on laisse une période de repos d'une dizaine de jours. Pendant laquelle on immobilise l'articulation? Non, on n'est quand même pas immobilisé. C'est difficile Bon, il n'y a pas nécessité d'immobiliser, mais il faut arrêter toute activité physique. Donc une dizaine de jours. Et après, l'idéal, c'est d'attaquer un protocole de réadaptation de cette épaule, de rééducation, classiquement
en repositionnant bien la scapula, ce qu'on appelle travailler les fixateurs de la scapula et les abaisseurs de l'épaule pour faciliter le passage. Bon, les infiltrations, je suppose que c'est... On entend tout et son contraire sur les infiltrations. Les rhumatologues en font beaucoup. Il y a beaucoup de généralistes qui sont un peu frileux pour les prescrire. Il faut que ça soit vraiment fait par quelqu'un qui connaît bien l'articulation. Tout à fait. Je crois que maintenant, il ne faut plus trop le faire comme ça au cabinet sans contrôle. On s'est aperçu que quand on le fait un peu comme ça, une fois sur deux, on est dans les muscles, on n'est pas à l'endroit précis où on veut injecter. Donc si on veut être précis, il faut le contrôler. Il faut le contrôler soit par une radio, soit par une écho. Ça reste un très bon traitement. C'est vraiment le traitement anti-inflammatoire de base, local. On apporte une concentration d'anti-inflammatoire intéressante. Mais évidemment, on ne peut pas le répéter. Sur une coiffe des rotateurs, au début, il n'y a pas de bilan radiologique, échographique, scanner à faire systématiquement. L'examen clinique est quand même déjà très évocateur. Après, effectivement, quand la pathologie perdure, il faut quand même faire un bilan radiologique pour voir si on n'a pas un conflit osseux ou une arthrose débutante. Et une échographie, à condition d'être faite par un échographiste qui connaît parfaitement cette pathologie, c'est l'examen de débrouillage. Après, si la pathologie évolue, il est légitime de demander soit une IRM, soit une arthro-IRM avec une injection à ce moment-là. L'arthroscanner demeure à la fois un examen un peu irradiant, bien évidemment, mais on est plus dans une logique déjà préopératoire. Alors, on n'est toujours pas chez vous, là. On est dans le cabinet du rhumatologue, du généraliste. Je suppose que si ça continue, ça s'aggrave, c'est la mobilité qui devient gênante ou les douleurs ou les deux? Généralement, le point d'appel, c'est la douleur, et notamment la douleur nocturne. Les patients sont réveillés la deuxième partie de la nuit, il y a une inflammation qui les enquiquine, ils ne peuvent plus dormir. Comment faire la différence avec de l'arthrose à ce moment-là? Parce que c'est un peu la même chose, non? L'arthrose, c'est plus une douleur mécanique, c'est plus en fin de journée. C'est plus en fin de journée. Là, on est sur un rythme plutôt inflammatoire, comme un rhumatisme. Ça réveille à partir de 3-4 heures du matin. Et puis, des gestes de la vie de tous les jours sont difficiles. Mettre un manteau, prendre un ticket de parking, de parc-mètre, tout ça devient pénible. Et c'est tout cela qui va conduire le patient à la consultation. Est-ce qu'on craint la rupture de la coiffe des rotateurs? Est-ce que ça peut être une... Dans cette logique, disons, de vision mécanique des choses, oui, évidemment, parce que si on laisse perdurer un conflit mécanique, à un moment donné, les tendons s'usent et finissent par lâcher. Mais ça arrive, c'est une pathologie excessivement fréquente. La rupture de la coiffe des rotateurs. Oui. Alors, ça peut être traumatique, mais ce n'est pas le cas le plus fréquent. C'est effectivement le terme évolutif du conflit sous-acromial chronique, ce d'autant qu'en plus la coiffe n'est pas très bien vascularisée. Il y a toute une attache qu'on appelle le croissant hypovascularisé de Burkhardt, qui est mal vascularisé et qui est le point de départ souvent des premières fissures et des lésions du supraspinal. Le croissant hypovascularisé de Burkhardt. Moi, j'apprends des choses dans cette émission. C'est une urgence, la rupture de la coiffe des rotateurs? Quand c'est traumatique, la rétraction se fait assez rapidement. Comme c'est un élastique qui est sous tension, si on lâche l'élastique, à ce moment-là, ça se rétracte. Et principalement, notamment le subscapularis qui est en avant, se rétracte rapidement. Donc, on a tout intérêt à intervenir, quand le diagnostic est confirmé, le plus vite possible, mais ce n'est pas une urgence. Voilà, quand on dit rapidement, c'est dans les 3 à 6 mois de la lésion. Ah oui. Pour ce qui est de la coiffe supérieure, pour le sous-scapulaire, c'est un peu plus tôt. Et quand elle est progressive, ça devient de plus en plus douloureux et gênant, et à ce moment-là, vous décidez d'intervenir. Vous intervenez là encore toujours avec deux façons, arthroscopie dans un premier temps, et puis chirurgie traditionnelle après? Non, pour la coiffe des rotateurs, la chirurgie dite traditionnelle, c'est-à-dire ouverte, n'a quand même plus trop sa place. Maintenant, tout se fait sous arthroscopie. Tant le traitement, disons, préventif, qui est la chromioplastie, la bursectomie, le nettoyage, en fait, le fait de faire un peu de place, ça, bien évidemment, ça se fait sous arthroscopie, mais même la réparation de la coiffe des rotateurs. On peut réparer une coiffe très rétractée, parfaitement sous arthroscopie maintenant, sans nécessité d'ouverture. Vous faites quoi alors? C'est quoi ça consiste à... D'abord, effectivement, le temps de nettoyage, d'acromioplastie, on fait de la place, de façon quasi systématique, et on va réamarrer les différents tendons par des systèmes d'ancrage. On a des ancres de suture qui sont en fait comme des vis résorbables que l'on va mettre sur l'humérus. Il y a des fils qui en sortent, et après, avec une pince spécifique, on va réamarrer, accrocher les tendons et les ramener sur le tubercule majeur, l'ancien trochiter que vous aviez dû apprendre en anatomie. Vous adoriez faire des maquettes étant petit ou pas? Parce qu'on a l'impression qu'il y a quand même un côté d'avoir une vision de l'articulation dans l'espace et de...
C'est un peu la caractéristique du chirurgien orthopédiste. Il faut une vision tridimensionnelle. Alors maintenant, vous êtes aidé maintenant justement par des visions 3D de machines ou... Tout à fait. Maintenant, alors on peut être aidé, on est aidé à différents niveaux. On est aidé d'abord dans l'exploration radiologique, parce qu'on a des IRM, des scanners qui peuvent même être dynamiques. On a des visions dynamiques maintenant de tout cela. Et puis on est aidé aussi dans le temps de l'intervention, parce que déjà on a des caméras 3D qui nous permettent une parfaite visibilité intra-articulaire. Et on est aidé aussi dans la démarche chirurgicale, on le verra notamment pour les prothèses, avec des guides qui sont en impression 3D ou même de la réalité augmentée. C'est-à-dire que quand vous intervenez, vous avez une vision déjà du résultat dans l'espace. C'est difficile de ressentir ce que vous... Oui, c'est vrai que ça a été l'apanage notamment du scanner avec des reconstructions tridimensionnelles pour des fractures complexes, que ce soit de la clavicule, de l'humérus ou autre. Maintenant, quand on intervient, on a la visibilité précise de ce qu'on va trouver en ouvrant. Et ça nous aide beaucoup. Là encore, je vais vous poser la question de l'efficacité des résultats. Est-ce que c'est une chirurgie classique pour laquelle vous maîtrisez parfaitement La chirurgie de la coiffe des rotateurs, c'est une chirurgie quand même très efficace, mais qui dépend quand même de la qualité de deux choses. La qualité des tendons. Et c'est sûr que si on a laissé trop longtemps évoluer la coiffe des rotateurs sur un tableau de chronicité, s'il y a eu de nombreuses infiltrations, les tendons sont de mauvaise qualité, c'est de la dentelle, donc raccrocher de la dentelle, c'est pas bon. Et l'autre pronostic, c'est les muscles. Et c'est pour ça que le bilan radio, IRM ou scanner, va nous donner une notion de la trophicité musculaire. Parce qu'un muscle qui ne travaille pas, simplement parce que son tendon est décroché, va s'atrophier. Mais va surtout se transformer progressivement en graisse, et malheureusement, c'est irréversible. Donc quand on a une métaplasie graisseuse, c'est-à-dire une transformation en graisse du supraépineux, c'est même presque plus la peine de le réparer. Vous fuyez les diabétiques, si je comprends bien, dans ce genre d'intervention-là. Les fumeurs, les diabétiques. Les fumeurs, réellement, les tendances sont... Le fumeur n'est pas l'ami du chirurgien orthopédiste. Ne serait-ce que, par exemple, pour une consolidation de fracture, on a des taux de pseudarthrose qui sont bien plus importants que dans la population générale. Alors, on avance, on va changer d'âge. Là, on arrive carrément chez le senior. Et le recours aux prothèses. Alors, dans l'arthrose, on sait qu'il n'y a pas de traitement aujourd'hui vraiment très efficace de l'arthrose. Avant de devenir Robocop, on essaye quand même les traitements classiques, les anti-inflammatoires, les infiltrations, là encore. Alors, les infiltrations... Il y a aussi peut-être sans doute une place à la viscosupplémentation. Oui, j'allais vous poser la question, parce que dans le genou, c'est quand même... Ça a eu la côte, puis la côte, puis de nouveau la côte. Que chez vous, c'est comment ? C'est pas vraiment codifié, malheureusement, mais on a quand même le sentiment... Comment vous expliquez que c'est pas encore codifié, ça ? Il y a quand même une certaine logique à faire de la viscosupplémentation. Surtout dans les articulations portantes. Oui. L'articulation de l'épaule, qui est en suspension, c'est peut-être un petit peu moins logique. Mais... on s'aperçoit qu'il y a des patients qui répondent bien à des injections de viscosupplémentation. Alors comment vous décidez d'en faire ? C'est à la demande du patient ou il y a des indications bien précises ? C'est-à-dire que, effectivement, quand on n'a pas une destruction majeure, qu'on est à un stade où il y a une gêne fonctionnelle et quelques douleurs, il est légitime de commencer par un traitement médical. On peut même aussi aller jusqu'à faire un lavage arthroscopique. Si on a un gros corps étranger, par exemple, à retirer, autant le faire, ça n'aggravera pas trop les choses, et on le couple à une première injection de viscosupplémentation. Il y a aussi les PRP qui sont parfois intéressantes dans ces pathologies, à la fois cartilagineuses. Qu'est-ce que vous appelez les PRP ? PRP, c'est Plasma Rich Plaquettes. Donc c'est l'injection de plaquettes autogènes du patient. On lui fait une prise de sang, on va centrifuger cette seringue et on va garder que les plaquettes et les facteurs de cicatrisation qu'on va réinjecter dedans. Et ça a un rôle un peu de pseudo-visco, mais aussi un rôle biologique. Et dans des tendinopathies de la coiffe, dans des chondropathies débutantes, là aussi, il y a un certain intérêt. On est surpris qu'il y ait quand même, à une époque où on fait des études pour pas grand-chose, qu'il n'y ait pas encore d'études qui puissent vous donner la règle, le consensus et la réalité de... C'est aujourd'hui l'appréciation du Malheureusement, oui, on attend des rhumatologues qui nous donnent des séries fiables. Alors, vous avez décidé de mettre une prothèse. Qu'est-ce qui rentre en compte dans votre décision ? L'âge, la douleur, la gêne ? C'est quoi ? Oui, effectivement, quand on a épuisé toutes les solutions médicales, qu'on est vraiment à bout de souffle, que le patient nous réclame une solution, on a évidemment la possibilité de changer l'articulation, de faire une prothèse. Alors la prothèse, il y en a deux grands types. Il y a deux types de prothèses. Il y a des prothèses qui sont anatomiques.
Donc ils vont essayer de reproduire l'anatomie la plus normale. Et puis les prothèses, vous allez me dire, les prothèses inversées, c'est ça? Alors les prothèses inversées. On va y venir avant. À chaque fois qu'on a fait le chapitre, vous avez parlé d'arthroscopie, d'intervention sur l'arthroscopie. J'ai lu que là, par contre, dans l'arthrose de l'épaule, c'était pas du tout efficace, l'arthroscopie. Non, enfin dans l'arthrose, on fait un lavage. Si vraiment on a un gros ostéophyte ou un corps étranger qui s'est libéré et qui va aggraver la dégradation chondrale, bon, c'est logique. L'arthroscopie peut s'avérer intéressante, notamment pour réparer une coiffe des rotateurs, parce que c'est elle qui va dicter un petit peu le type de prothèse qu'on sera amené à faire après. Si on a une coiffe compétente, correcte, on pourra avoir une reconstruction la plus anatomique possible. Donc c'est les prothèses anatomiques. Si la coiffe ne fonctionne plus, est usée et dégénérative... Vous le décidez quand, ça? Dans le bilan préopératoire? Ah oui, dans le bilan préopératoire. Vous savez, quand vous ouvrez, vous savez ce que vous allez faire. Ça ne doit pas être une découverte. Ça doit pas être une découverte. Il faut qu'on ait une exploration de l'os, effectivement. C'est pour ça que l'arthroscanner, souvent, est utile pour nous donner un peu le type de glaine, le type d'anatomie, voir si on fait une planification 3D avec un scanner un peu spécifique, mais il est important d'avoir une évaluation de la coiffe des rotateurs. Alors, cette prothèse inversée, c'est astucieux. Je regardais ça en préparant l'émission. C'est récent comme mesure? Oui, c'est relativement récent, disons qu'il y a eu des adaptations, des améliorations récentes. C'est un concept biomécanique qui est relativement ancien, qui a maintenant presque une trentaine d'années. En fait, il ne faut pas imaginer que c'est un chirurgien qui s'est mal réveillé un matin, qui a mis la prothèse à l'envers et qu'on a dit « tiens, sa prothèse est inversée ». Non, en fait, on va modifier la biomécanique pour pouvoir se passer de la coiffe des rotateurs. Ouais. Parce que la coiffe des rotateurs, comme son nom ne l'indique pas, ça ne sert pas qu'à la rotation. C'est le petit coup de pouce qui appuie sur la tête de l'humérus, qui permet à la tête de l'humérus d'être bien centrée dans la glaine. Et c'est le deltoïde qui fait le job, c'est lui qui va lever le bras. S'il n'y a plus la coiffe, la tête remonte, il y a une excentration, on va avoir ce qu'on appelle une nomarthrose par excentration, et c'est là où on va devoir modifier la biomécanique de cette articulation en reconstruisant l'articulation, non pas en mettant la tête sur l'humérus, mais on va la mettre sur la glaine, et on va latéraliser, modifier le centre de rotation et permettre au deltoïde de lever le bras alors qu'il ne le faisait plus avant. Pourquoi elle a pris autant de retard sur la prothèse de hanche, la prothèse d'épaule? Pourquoi on a mis autant de temps? Ça a moins intéressé, disons, l'essentiel des orthopédistes. L'orthopédiste, dans la formation initiale, c'était la hanche et le genou. Ce ne sont finalement que c'est assez Parce qu'il n'y en a pas beaucoup, c'est une indication très rare. C'est un petit peu plus rare que la prothèse de hanche et la prothèse de genou, mais c'est vrai qu'honnêtement, la spécialité orthopédique ne s'est pas forcément intéressée à ça tout de suite. Donc ça a été un petit peu délaissé. Et puis les résultats initiaux n'étaient quand même pas toujours très gratifiants. C'est ce que moi j'avais lu, mais là maintenant... Maintenant, dans la mesure où on peut s'approcher au mieux de l'anatomie du patient, notamment par toutes ces planifications 3D ou imagerie péropératoire augmentée, on peut à ce moment-là optimiser le résultat. La balance musculaire est rétablie, on rétablit une articulation, fonctionnellement on peut avoir, et on a souvent heureusement de très bons résultats. Sur la douleur et la mobilité. Vous travaillez sur la chirurgie traditionnelle ou vous faites comme vos confrères de la hanche, vous essayez de plus en plus d'être le moins invasif possible? Ben oui, à l'époque où on disait grand chirurgien, grande cicatrice, c'est terminé. Maintenant, c'est plutôt grand chirurgien, petite cicatrice. C'est pas simplement que l'aspect esthétique, c'est l'aspect de délabrement qui doit être dans l'épaule, vous en êtes là, ça y est, vous avez rattrapé le retard par rapport... Le premier exemple, c'est la coiffe des rotateurs qu'on fait sous arthroscopie. Avant, il fallait quand même démonter le deltoïde pour aller chercher la coiffe des rotateurs. Les suites étaient un peu complexes. Là, ce n'est plus le cas. Et pour les voies d'abord des prothèses d'épaule, c'est la même chose. Elles sont minimisées. À part les complications infectieuses qui sont les mêmes partout, qui ne sont pas liées à l'épaule, est-ce que cette prothèse se complique? Est-ce qu'il y a des prothèses qui fonctionnent moins bien? Est-ce que c'est une chirurgie un peu délicate? On est toujours devant des complications qui peuvent être d'ordre mécanique, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des luxations de prothèses. C'est plus rare que la hanche, mais ça peut arriver. Il y a une usure quand on met une petite glaine en polyéthylène, en plastique, donc ça peut s'user aussi. Et puis, on a aussi, notamment pour les prothèses qui ne sont pas anatomiques, les prothèses donc dites inversées, on a des contraintes biomécaniques qui sont différentes d'une épaule normale. Donc on a des contraintes au niveau de la glaine et au niveau de l'humérus. Et là, il peut y avoir des complications ultérieures. Quand on a fait une épaule d'un côté, généralement on est programmé pour faire la suivante ou on a vraiment des Dans 30% des cas, 30-40% maximum. Des cas, vous faites
Et vous faites ça à distance, bien évidemment. Oui, combien de temps c'est entre le moment où le patient rentre dans votre service est opéré et au moment où il peut considérer qu'il récupère une épaule normale? Normal, ça, c'est peut-être souvent, malheureusement, jamais. Non, jamais. Mais bon, ça peut, mais c'est quand même pas... Vous ne faites pas que disparaître la douleur. Non. Vous améliorez la fonctionnalité. On diminue considérablement la douleur, on ne la fait pas forcément complètement disparaître, on la diminue de façon significative. On rétablit une mobilité qui est souvent améliorée par rapport au préopératoire, mais si l'épaule était enraidie avant, elle n'aura pas une mobilité strictement normale après. Et on redonne une forme de force musculaire, mais de là à imaginer refaire de la musculation, refaire des activités physiques intenses, c'est quand même toujours un petit peu à risque. Et la durée, donc La durée de vie? Non, pas la durée de vie. De tout ça. La réhabilitation, c'est-à-dire que la rééducation, c'est entre 2, 3 mois, 6 mois dans les formes un peu plus longues. Et comme toute cette pathologie de l'épaule, le premier bilan, il est à 6 mois, voire 1 an. Mais écoutez, tout ça est passionnant, et on va même tellement passionnant qu'on a des questions qui arrivent, et on va passer à vos questions. Alors, question. Je suis jeune médecin, gros prescripteur de prothèses. Enfin, du moins, je suppose qu'il les envoie à des chirurgiens. J'arrive pas à me faire une idée sur la durée de vie exacte. C'est tellement variable. Alors, on dit quoi sur la durée de vie? C'est vrai, quand on a appris nos études, au début, c'était 5-6 ans. Et puis maintenant, il y a des prothèses de hanche qui durent très très longtemps. Vous dites quoi sur la prothèse d'épaule? C'est un peu comme pour la prothèse de hanche. C'est-à-dire que les prothèses de hanche qu'on a mises il y a 20-25 ans, on peut commencer à les modifier maintenant, à les changer. C'est pareil pour l'épaule. Et en plus, il y a toutes les adaptations et les modifications et améliorations technologiques qui sont venues entre deux. Donc, actuellement, disons qu'une prothèse anatomique, quand on la met à 65 ans, on peut légitimement espérer ne pas avoir à y retourner. Alors quand on regarde l'évolution, c'est-à-dire quand on regarde à 15 ans l'évolution, on a des signes d'usure, on a des signes, disons, d'intolérance mécanique dans près de 30 à 40% des cas, à 15 ans à peu près. Mais finalement, on ne va reprendre que 4% de ces prothèses. Donc il y a une très bonne tolérance. Mais vous, quand même, vous parlez de reconstruction 3D, de choses comme ça. Ça veut donc dire que ça va à la vitesse du son, votre métier. Or, une prothèse d'il y a 25 ans ne doit avoir rien à voir avec une prothèse d'aujourd'hui, non? Tout à fait. Maintenant, on utilise des prothèses qui ont des tiges souvent plus courtes, qui ne nécessitent pas forcément de ciment acrylique. C'est du press-fit, c'est-à-dire c'est une adhérence directement à l'os. Donc tout ça s'est modifié. On a des structures métalliques qui ont changé aussi, du pyrocarbone, tout un tas de paramètres qui vont, on espère, améliorer la durabilité de ces prothèses. C'est un gros boulot de revenir sur une prothèse ou c'est simple? Non, c'est pas simple. C'est surtout une vieille prothèse, en fait. Ben oui, surtout les plus anciennes, parce qu'il y a eu du ciment. Elles étaient cimentées. Et le problème, il est souvent à l'ablation de la précédente prothèse. C'est ça. Et c'est pas du tout évident. C'est à risque de fracture. C'est un peu plus à risque qu'une reprise de prothèse de hanche, simplement parce que l'humérus est un os qui est quand même plus faible, plus à risque de se quand c'est un os qui peut être très ostéoporotique. Oui, il y a fréquemment une ostéoporose, et notamment aussi des ostéolyses, c'est-à-dire des contraintes osseuses qui sont un petit peu asymétriques au niveau de la prothèse, et on a des zones de lyse osseuse qui nous posent des problèmes après dans les reconstructions. Comme souvent, vous ne parlez pas assez du rôle primordial des kinés. Un kiné qui nous regarde, mais... Non, effectivement, la rééducation est importante, mais à condition d'être bien menée, d'être faite au bon moment. Parce que aussi, la rééducation peut être source de complications. Et notamment chez des patients parfois un petit peu anxieux ou autres, une rééducation trop brutale d'emblée, avec des poulies notamment, peut être une source de capsulite rétractile dont le patient va mettre 1 an et demi à se remettre. Donc c'est important, mais il faut que ce soit bien fait. Vous n'allez pas arranger l'opinion des kinés qui nous regardent. Un confrère qui dit « La place de l'échographie devrait être plus importante. On a un peu trop vite la scannérite. Et à un moment où on doit faire des économies, l'échographie, il faut toujours rappeler qu'elle évolue et qu'elle est bien utile, même dans votre domaine. » Elle est utile, mais là aussi à condition d'être bien faite. Et d'être faite par quelqu'un qui connaît parfaitement ça. Je reconnais que malheureusement, l'échographie est souvent faite dans le bilan quand le patient me vient en consultation. Je l'utilise très rarement parce que... Il faut des échographistes très spécialisés. Et malheureusement, ils passent souvent à côté de certaines lésions.
Que pense votre invité de cette technique de prothèse en ambulatoire? Alors c'est vrai que prothèse de hanche, on en parle de plus en plus en ambulatoire. Vous le faites, vous? Il y a eu des tentatives, hein. On peut pousser un peu les exploits chirurgicaux. Est-ce que c'est vraiment utile? Maintenant, on va plus vers une hospitalisation courte. De là, le faire en ambulatoire, je vous dis, ça a été fait. Je ne suis pas absolument certain que ce soit pour le confort et la sécurité du patient. Ni du chirurgien d'ailleurs. Ni du chirurgien, parce qu'on a fait une forme d'anxiété. Ouais. Le patient, il rentre chez lui, il n'a pas encore récupéré du bloc, parce qu'on fait souvent une anesthésie loco-régionale. On ne sait pas si c'est lié au bloc ou s'il n'y a pas une parésie post-opératoire, qui est une des complications possibles. Donc, il y a quand même un peu de stress pour tout le monde. Prothèse d'épaule, vous faites ça sous anesthésie générale, je suppose. Générale, mais l'habitude, c'est effectivement bien sûr l'anesthésie générale pour pouvoir avoir une tension qui soit stabilisée et puis un relâchement musculaire optimal. Mais on fait aussi fréquemment un bloc interscalénique antalgique. Un internaute insiste sur l'arthroscanner avec injection d'iode, qui est une bonne méthode, on en a parlé un peu tout à l'heure. Mais on est déjà dans un bilan opératoire, soit de l'instabilité, parce que pour l'instabilité, on n'a pas parlé, pour voir les lésions du bourrelet, c'est l'arthroscanner, ou pour les ruptures de coiffe, à condition qu'elles soient transfixiantes, qu'elles traversent carrément le tendon. Les infiltrations radioguidées, il faut déjà dire que c'est un gagne-pain pour les rhumatologues. C'est pas très gentil, mais le radioguidage, alors il y a un débat là-dessus, effectivement. On peut quand même concevoir qu'on est plus précis quand on radioguide. Ben oui, comme je vous le disais, effectivement, les études qui ont montré que quand on fait, même avec l'habitude, une infiltration au cabinet, on n'est pas toujours, on est même rarement au bon endroit précis. Alors, l'espace sous-acromial est facile d'accès, mais bien souvent, l'injection va se faire dans le deltoïde et pas dans l'espace sous-acromial. En intra-articulaire, quand il y a une capsulite, c'est quand même pas absolument évident d'aller trouver l'espace articulaire. Donc, il y a tout intérêt à faire un contrôle de cette injection, qu'il soit par radio ou par écoguidage. Et avec énormément de précautions, parce que l'infection de l'épaule doit être quelque chose de dramatique. C'est assez dramatique. Il faut reconnaître que les infiltrations s'infectent quand même de façon exceptionnelle. Ouais. C'est très rare, mais ça peut très vite tourner au drame. Ce d'autant que l'épaule comporte des germes un petit peu particuliers par rapport au reste des autres articulations. Il y a le fameux germe de l'acné, le Propionibacterium acnes, qui est un petit peu l'ennemi du chirurgien de l'épaule. Est-ce qu'une NCBC5 peut provoquer aussi un conflit sous-acromial? Là, j'avoue que là, je sais pas. Non, c'est-à-dire que ça peut. Qu'est-ce qu'une NCBC5? C'est quoi? La NCBC5, en fait, c'est une névragie cervico-brachiale de la cinquième cervicale. Névragie cervico-brachiale. Donc, effectivement, c'est sur le trajet de l'épaule. Donc, c'est pas que ça va provoquer, mais ça va simuler éventuellement une pathologie. Et surtout, ça va la majorer. C'est ce que nous disions tout à l'heure. Ça peut aggraver les sensations de douleur. Écoutez, on va arriver au moment de la conclusion. L'émission est presque terminée. Pour conclure, vous avez certainement une conclusion, mais moi j'ai une question à vous poser. Est-ce que votre discipline évolue? Toute la médecine évolue à grande vitesse. On a l'impression que la chirurgie, il y a des secteurs de la chirurgie où ça évolue moins vite. J'avais cette mauvaise image de la chirurgie de l'épaule. Je sais que vous froncez les sourcils, mais parce que vous avancez pas avec des grandes envolées médiatiques. Oui, peut-être aussi, mais parce qu'effectivement, on attend quand même d'avoir des résultats qui soient validés pour pouvoir en parler. Alors, c'est vrai qu'on n'a pas révolutionné la chirurgie, mais on l'a rendue quand même plus ciblée, plus mini-invasive, avec moins de complications, et donc quand même un bénéfice réel pour les patients. Cette miniaturisation, ces programmations 3D, cette vision péropératoire que l'on a, qui est plus précise, contribue à optimiser les résultats. Vous n'avez pas des prothèses assistées qui arrivent dans votre domaine, comme on a vu qu'il y a des prothèses du genou assistées avec non? C'est-à-dire avec une... oui, bon, ça viendra aussi. Ouais, on peut avoir effectivement... Est-ce que les infections nosocomiales, qui sont la plaie de l'orthopédie, sont fréquentes sur l'épaule? Elles sont souvent sous-estimées. Sous-estimées parce qu'on peut très bien avoir... Notamment, on parlait de la clavicule tout à l'heure, il y a parfois des reconstructions acromioclaviculaires, on s'aperçoit finalement ça ne marche pas, ça se démonte. Bon, et quand on reprend le patient, à condition de faire un certain nombre de prélèvements, au moins 5 à 7 prélèvements,
on peut trouver ce fameux germe, ce Propionibacterium acnes, qui est un germe anaérobie qu'il faut laisser en culture parfois plus de 10 jours. Et bien souvent, dans les services qui ne sont pas forcément spécialisés dans cette recherche, on peut passer à côté de ça. Donc il faut y penser, ça peut être la source de complications mécaniques aussi. Un dernier mot, vous vous adressez à plusieurs milliers de médecins. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire sur la vous envoyez les malades trop tard. Qu'est-ce que vous auriez comme message ? Non, je pense qu'effectivement, la pathologie de l'épaule est une pathologie qui a explosé quand on regarde. Et d'ailleurs, maintenant, la Sécu un peu s'en inquiète parce qu'on a de plus en plus d'indications sur les coiffes des rotateurs, sur les acromioplasties. Donc, il y a quand même à la fois une prise de conscience des médecins traitants, des patients, des rhumatologues, qui ont été un petit peu les derniers, un peu à garder les patients un peu sous le coude, si on peut le dire. Mais maintenant, il y a quand même tout intérêt, et c'est l'intérêt surtout du patient, d'envoyer assez rapidement le patient au chirurgien, parce qu'on a des solutions mini-invasives un petit peu à tous les étages de cette pathologie, et quel que soit l'âge d'ailleurs, qu'il soit jeune, ancien jeune, ou déjà un petit peu plus senior. Merci Didier Fontès, vous êtes un excellent ambassadeur de votre spécialité. Je vous rappelle l'adresse mail des Jeudis de la Formation pour vos commentaires et suggestions, jdflemoine@gmail.com. Pour revoir nos émissions, il suffit d'aller sur le site fréquencemédicale.com et aussi sur la chaîne YouTube Fréquence Médicale qui marche de façon exceptionnelle. On se retrouve la semaine prochaine. Bonne fin de soirée à tous. En attendant de vous retrouver, portez-vous bien.